Un jour, les oiseaux se sont mis à chanter et les grands arbres sont tombés sur terre. Au petit matin, les premiers hommes de ma tribu se réveillèrent et pendant des générations, ils ont vécu dans la nature, au milieu de la forêt et des arbres. Moi, je m'appelle Mudije Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Huli et un ambassadeur de la forêt. Je parcours le monde pour partager un message qui nous concerne tous. Ma forêt est menacée, et si nous ne faisons rien pour la sauver, c'est toute l'humanité qui disparaîtra. Bientôt, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Avec l'aide d'une équipe de tournage qui m'a accompagné tout au long de mon voyage, j'ai réalisé ce film pour vous prévenir des malheurs qui bouleverseront le monde si nous ne prenons pas soin des grands arbres de notre planète. Depuis toujours, ma tribu vit au cœur de l'une des dernières grandes forêts primaires du globe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Peut-être que vous ne savez pas où se trouve mon pays, mais c'est vous les Blancs qui avez inventé les cartes. Alors vous verrez, il se trouve dans l'océan Pacifique, juste au nord de l'Australie. Dans ma langue, les forêts anciennes, qui sont nées lorsque le monde est né, sont nommées Iraputagenda. Les Blancs les appellent forêts primaires, car elles n'ont pas été modifiées par les hommes. Elles sont devenues très rares, et il n'en existe pratiquement plus sur notre planète. Seulement en Amazonie, dans le bassin du Congo, et chez moi, en Nouvelle-Guinée. Probablement parce que les hommes aiment poser leur empreinte partout. Cette forêt n'est pas seulement à moi, elle est à toutes les créatures qui y vivent. Les plus belles, comme les plus étranges. La plupart de ces animaux n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Comme le kangourou des arbres, le pigeon Victoria, et mon préféré, l'oiseau de paradis. Le plus grand d'entre eux est un animal très curieux, solitaire, grincheux, timide et volontiers bagarreur. Avec ses griffes, il peut tuer un homme, et c'est l'animal le plus dangereux de la jungle. Nous l'appelons Jerry, mais les Blancs l'ont nommé Casoar. En mangeant des graines et en les dispersant avec ses crottes, il participe à la régénération de la forêt. Nous considérons qu'il est notre grand ancêtre, car nos arrière-arrière-arrière-grands-parents sont sortis de l'œuf d'un casoar. Le grand blanc qui fait semblant de prendre des notes pour avoir l'air sérieux dans le film, c'est mon ami français Marc Dozier. Lorsque je l'ai rencontré, il avait les cheveux longs, mais c'était il y a bien longtemps. Maintenant, il les a tous perdus, et il a une tête de vieille fourmi. Comme moi, il aime et connaît ma forêt, qu'il photographie depuis plus de 20 ans. Comme l'a appris Mudije, la forêt de Papouasie est un immense réservoir de biodiversité, qui compte plus d'espèces animales et végétales que l'Europe tout entière. Avec une surface qui couvre 70% du pays, la forêt papou abrite plus de 20 000 espèces de plantes, 1500 espèces d'arbres, 3000 espèces d'insectes et plus de 750 espèces d'oiseaux. Des chiffres
qui font du pays l'un des sanctuaires naturels de l'humanité. Je suis un homme de la forêt et, honnêtement, je ne sais pas faire de film. Alors avec Marc, il y a une équipe qui nous accompagne. Luc, Pierre et François. Et ils utilisent toutes sortes de caméras très étranges pour que je puisse vous raconter mon histoire. Cette forêt nous a été léguée par nos ancêtres. Pendant des générations, ils en ont pris soin, afin que nous puissions revenir chaque jour les bras chargés de quoi manger. Mais aujourd'hui, elle est menacée de disparition. Et avec ce film, je tiens à ce que vous voyez ça de vos propres yeux. Le temps que vous regardiez ce film, plus de 150 grands arbres vont tomber dans mon pays. Des milliers chaque jour. C'est pour cette raison que je tiens à révéler avec ce film le pillage qui se passe sur nos terres. Sur la côte Est, dans la province de Vanimo, l'une des plus touchées par la déforestation, un de nos contacts a pris le risque de nous infiltrer avec une voiture aux vitres teintées dans l'une de ces exploitations. Roger, il y a des coupes de bois en ce moment à l'endroit où nous allons? Oui, l'exploitation tourne à plein régime. Depuis plus de 5 ans. Bon, on arrive au camp. Et toi, Pierre, fais attention avec le drone. Faudrait pas qu'il nous voie. Oui, faites-vous discret. N'ouvrez pas vos fenêtres. Les chefs sont à l'intérieur des bureaux et il ne faut pas qu'ils vous voient. Une fois qu'on aura dépassé ce camp, je vous emmène sur le site de l'exploitation et au village des propriétaires terriens. Ok, Roger, t'inquiète pas. On va rester discret. J'ai demandé de nombreuses fois aux exploitants qu'ils nous autorisent à venir ici. Mais ils ont toujours refusé. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'ils font. Regarde là au balcon. Ça doit être l'un des chefs. Maintenant qu'on a passé le camp, on va pouvoir aller sur le site de coupe et rencontrer les Papa Ground. Dans notre langue, Papa Ground est un mot très important qui désigne les propriétaires papous des terres de mon pays. Nos forêts, nos vallées et nos montagnes appartiennent traditionnellement à des clans qui doivent autoriser leur exploitation. Ce sont les Papa Ground, des papous comme moi qui travaillent pour les exploitations forestières. Ce sont nos propres mains qui tiennent les tronçonneuses et conduisent les bulldozers. Pour eux, c'est la seule façon de survivre. En vendant leurs arbres et en les coupant eux-mêmes contre un maigre salaire. Mais je ne leur en veux pas. Ils n'ont pas envie de vivre comme des animaux sauvages. Ils sont employés par des étrangers qui viennent de Malaisie, des Philippines ou d'Indonésie, et nous les surnommons les Kong Kong. Eux commandent et nous exécutons. Les contremaîtres ne sont pas méchants. Ce sont simplement des gens pauvres qui viennent gagner leur vie en coupant nos arbres. Une fois sur le chantier, le chef d'équipe nous a même laissé filmer ce que nous voulions. Chaque jour, les tronçonneuses coupent d'immenses troncs aussi facilement que des bananes mûres. Et en tombant, les grands arbres poussent un cri, comme s'ils disaient adieu à leur famille et à la forêt tout entière. Ça ne te rend pas triste de couper tous ces arbres? Oui, parfois ça me rend triste.
Parce qu'on en coupe vraiment beaucoup. Et surtout parce qu'en tombant, les grands arbres abîment ceux qui sont autour. Et tu es content de faire ce travail? Oui, bien sûr. Grâce à ça, je gagne un peu d'argent pour nourrir ma famille et acheter ce dont on a besoin. Oui, tu fais de ton mieux pour survivre. Sans ce travail, tu n'aurais rien à manger. Je te comprends. Aujourd'hui, le pays compte plus de 300 concessions forestières, autorisées par le gouvernement. Plus de 15 millions d'hectares sur les 46 millions du pays sont exploités par des sociétés étrangères, soit un tiers de la surface du pays. Comme si un tiers de la France était laissé à l'appétit des bulldozers et des tronçonneuses. Les exploitants recherchent deux essences particulièrement précieuses. Le merbeau, pour faire du parquet et des meubles, et le bintangor, qui sert à faire du contreplaqué. Ce sont des voleurs, des menteurs. Ils coupent les arbres et après ils nous donnent 3 fois rien. 2000, 1000, 5000 kina. Ici, sur nos terres de Niao, tout a été détruit. Et ça n'a pas servi à construire des infrastructures pour la communauté. Notre forêt a vraiment disparu pour rien. Nous n'avons rien eu en échange. Absolument rien. Le problème, c'est que ce sont certains d'entre nous qui sont plus éduqués, qui ont signé des contrats sans que toute la communauté ne soit d'accord. Et lorsque nous, on vient se plaindre, les compagnies forestières originaires de Malaisie corrompent notre propre police de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils viennent nous arrêter et nous faire peur. Voilà le problème. Je suis vraiment triste pour vous. Et il faut prendre conscience de quelque chose. Si nous laissons ces sociétés détruire notre forêt, que vont devenir vos enfants? Ils vont devoir s'installer sur les terres d'une autre tribu, car ils n'auront rien à manger. Voilà ce qui va arriver. Regardez, où sommes-nous à présent? Nous sommes sous un arbre et il nous protège du soleil. On est bien à l'ombre d'un arbre. Mais sans lui, vous n'aurez plus d'endroit pour vous réfugier et vivre en paix. Une fois coupés, les arbres quittent les terres des Papa Ground sur de grands camions spéciaux qu'on appelle les zingers. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire zinger, mais je sais où vont tous ces camions. Ils conduisent le bois jusqu'à la mer pour être embarqués sur des bateaux. Ici, c'est un véritable cimetière d'arbres. Mac, come. Viens voir, viens. Mets-toi là. Viens mesurer cet arbre. Tu vois, il t'arrive ici au-dessus des oreilles. Cet arbre est l'un des plus anciens du monde. C'est peut-être même le premier arbre du monde. Peut-être qu'il est le père de tous les arbres de la forêt. On pourra replanter des arbres, mais aucun ne deviendra aussi grand.
Avec le changement climatique et les dégradations de l'environnement, il n'y aura plus d'arbres comme celui-là. Tu penses qu'il a quel âge? Il doit avoir 700 ou 800 ans. Ils ont coupé un arbre né au début du monde, juste pour le vendre en Chine. Nos enfants, nos petits-enfants ne verront plus d'arbres comme celui-là. Reste là, je vais chercher ton appareil photo. Vas-y. Ne ris pas, c'est très sérieux. C'est peut-être le dernier grand arbre du monde. Alors je prends une photo souvenir pour les générations futures. Je souris ou pas? Moi, je suis un fils de la forêt, alors je n'ai pas envie de rire. Mais toi, tu es blanc et tu achètes le bois aux Asiatiques, alors tu peux te réjouir. Une fois par mois, les grumes sont embarquées sur d'immenses cargos. C'est là que nos arbres quittent mon pays. Il paraît qu'on peut en empiler plus de 3000 dans un seul bateau. Alors, avec l'équipe, nous avons décidé d'envoyer une caméra volante pour le vérifier. Tu regardes, regarde, on voit les bois. Waouh! Look him. Look him now. Depuis 2014, la Papouasie est le premier exportateur de bois exotique au monde. Chaque année, près de 5 millions de mètres cubes de bois quittent le pays, essentiellement sous forme de grumes, de troncs bruts. La communauté internationale tente pourtant d'imposer des règles afin de limiter le bois prélevé de façon illégale. Chez moi, personne ne sait ce que devient notre bois. Et c'est pour cette raison qu'avec Marc, nous avons projeté un film au Papa Ground de Vanimo. Ils coupent nos arbres et les chargent sur leurs bateaux. Mais vous n'avez aucune idée d'où ils vont et ce qu'ils en font. Alors vous allez le découvrir en regardant ce film. Une fois qu'ils ont coupé nos plus grands arbres, ils remplissent les cales de leurs bateaux. Aujourd'hui, la provenance du bois est de plus en plus contrôlée, afin de vérifier qu'il est prélevé de façon légale. Mais notre bois part directement pour la Chine. Et l'intermédiaire malais que vous voyez sur les images a été filmé en caméra cachée, car il fait croire que nos arbres viennent de chez lui. Mes contacts changent le pays d'origine pour faire croire que c'est du bois malais. Ils font un dossier complet et le pays d'origine semble être la Malaisie. Je suis un expert pour ça. Ils coupent notre bois. Ils le mettent en pièces. Ils en font des planches, du papier, des boîtes, mais aussi des portes, des chaises et toutes sortes de choses. Je me demande combien ils gagnent avec tout ça. Et on ne le saura jamais. Ensuite, ils envoient ces objets en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique et un peu en Europe. En fait, ils font du business avec nos arbres. Aujourd'hui, il y a des certifications internationales. Et elles imposent que les exploitations forestières participent au développement des communautés où elles prélèvent le bois. Que ça profite au Papa Ground et qu'elles contribuent à la construction d'écoles et d'hôpitaux et que le commerce de nos arbres soit profitable pour nous tous. Partout à travers mon pays, l'environnement est menacé. Autrefois, nos terres étaient protégées par notre constitution et nos droits coutumiers. Les arbres, les cours d'eau et les animaux de la forêt nous appartenaient. Et personne ne pouvait s'en emparer sans notre autorisation. Mais depuis 2007, une nouvelle loi nommée SABL a tout changé. Cette loi devait permettre au Papa Ground de développer des projets agricoles. Mais en réalité, elle a seulement permis au Hong Kong d'exploiter nos terres. Et cela n'a fait qu'accélérer la déforestation.
De nombreuses voix se sont élevées pour demander l'annulation des SABL, mais aucun homme politique ne l'a fait. Personne, à part le gouverneur de la province d'Oro, Gary Jouffard. De père irlandais et de mère papou, Gary s'habille toujours en noir, en signe de deuil pour notre forêt. Avec sa garde rapprochée, nous les avons surnommés les Men in Black. Nous allons partir en opération dans la baie d'Oro, parce que j'ai beaucoup de suspicions. Normalement, ils devraient cesser leurs activités. Je veux vérifier que cette exploitation ne vend pas de grumes, car c'est interdit. Comme vous le savez, nous sommes la seule province à avoir interdit les SABL. Les Malais ne peuvent pas venir couper tous nos arbres pour s'en mettre plein les poches et laisser notre peuple sans rien. 60% d'entre eux n'ont même pas le droit d'être là, car ils n'ont pas de permis de travail. On pille nos terres, partout dans ce pays. Mais ça n'arrivera pas dans notre province. Alors je veux qu'on aille faire une petite inspection. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle comme celui-là dans la plupart des provinces du pays. Les compagnies forestières font ce qu'elles veulent et font d'énormes profits. Mais en plus des profits sur la vente des arbres, elles s'arrangent pour ne pas payer d'impôts. Ils ne construisent rien, ne laissent aucune infrastructure et laissent une terre dévastée et déforestée. Le monde se fout de savoir que ce sont ces arbres qui produisent l'oxygène qu'ils respirent. Ils veulent qu'on préserve la forêt, mais personne ne nous aide à le faire. Oui, les gens des villages comme moi sont pauvres et ne peuvent pas préserver leur forêt tout seuls. Lorsqu'on leur donne 50 kinas, ils ouvrent de grands yeux et pensent que ça va leur permettre de survivre une journée de plus. Le gouvernement a une grande part de responsabilité, car il n'y a aucune opportunité de développement dans cette région. Alors les gens sont tellement affamés de développement qu'ils sont prêts à vendre tous leurs arbres. Peu d'entre nous ont conscience de tout ça. Et nous devons nous allier avec les chefs traditionnels comme toi, Mudije, pour travailler à la sauvegarde de nos terres et prendre soin de notre peuple. La Syrie où nous arrivons maintenant, je les avais autorisés à travailler, car ils débitent le bois sur place et n'exportent pas de troncs bruts. Mais j'ai découvert qu'ils avaient exporté des grumes sans notre autorisation. Je les suspecte de vendre illégalement. Chef, appelle le chef. Combien y a-t-il de travailleurs étrangers ici? Environ 7. Dites-leur de venir. Et où est le manager général? Bonjour, comment vous appelez-vous? I. Bonjour, I. Je m'appelle Gary. Est-ce que vous êtes toujours en activité? Oui, je crois, ouais. Je suis pas sûr. Il faut que je voie avec mes supérieurs. Mais qui sont vos supérieurs? Et il faut que vous demandiez à la direction générale. Et vous avez la liste de tous vos travailleurs étrangers? Oui. Alors sortez-la, que je la vois. Je sais que vous achetez le bois aux propriétaires terriens pour le scier et le vendre ici, mais... exportez-vous également des grumes? Non, non. Monsieur I, demandez à tous vos travailleurs de venir avec leur passeport. Comment vous appelez-vous? Yuken Chan. Yuken Chan. Vous venez de Malaisie. Vous n'avez pas votre passeport? Mon passeport? Ok, we see. Ok. And yours? Il est dans le bureau. Est-ce que vous formez les ouvriers papous? Oui, c'est ce qu'on fait. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux ne remplissent pas les conditions de travail ici. Leur permis dit qu'ils doivent offrir un apprentissage à tous les employés papous. Mais ils n'enseignent rien à personne. Ils viennent ici, se font de l'argent, ne font rien pour le pays et s'en vont.
C'est vrai, n'est-ce pas? Ouais. Ils vous ont appris quelque chose ou pas? Non. Ils ne vous ont rien appris. Non. Je devrais poser ces questions à vos patrons, mais je suis curieux. Dites-moi, à quoi sert ce nouveau bâtiment? On a agrandi la scierie. Pardon? On agrandit la scierie. Vous agrandissez la scierie. Mais je croyais que vous réduisiez vos activités car je ne signe pas de nouveau permis de travail. C'est étrange. Vos patrons sont des menteurs. Ces sociétés sont des parasites. Ils n'ont aucune considération pour nous, pour l'environnement et le futur. Tout ce qu'ils voient, lorsqu'ils voient un arbre, c'est comment le convertir en profit sur leur compte en banque. Gary Jouffa est parvenu à fermer toutes les exploitations de la province d'Oro. Celle-ci est la dernière, mais elle est en sursis. Dans de nombreuses régions côtières de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la forêt primaire a été remplacée par d'immenses exploitations où l'on cultive des arbres qui ressemblent à une grande herbe. On les appelle palmiers à huile. Ces plantations, qui couvrent des milliers d'hectares, donnent du travail à de nombreux ouvriers papous. Une fois récoltés, les fruits sont pressés et donnent l'huile la plus consommée au monde, l'huile de palme. On en trouve dans le chocolat, les biscuits et des milliers d'autres produits. Dans l'une des exploitations de Pompondetta, j'ai retrouvé un homme qui vient de la même région que moi. Hé mon frère. Bonjour mon frère. On vient tous les deux des montagnes et je suis content de te voir. J'ai l'impression que tu es bien ici. Tu peux bien faire vivre toute ta famille en travaillant dans cette plantation de palmiers à huile? Oui, je suis content d'être là. J'ai un salaire de 100 kinas par jour. Une maison, l'électricité, l'eau courante. Hein? 100 kinas par jour? C'est beaucoup. Avant, c'était comment? Il y avait de la jungle ici? Oui, autrefois, il y avait une grande forêt ici. L'exploitation de palmiers à huile a débuté en 1976 et la forêt a été détruite dans toute la région. Ce n'est vraiment pas facile de trouver un équilibre. Une partie de la forêt détruite est remplacée par ces plantations de palmiers à huile qui nous permettent de gagner de l'argent. Mais tout cela au prix de la disparition de la biodiversité. Les oiseaux de paradis, les casoars et toutes les autres espèces disparaissent. Et il ne reste que des milans. Est-ce que les plantations qui ont remplacé ma forêt sont un bien ou un mal? Je ne sais pas. Comme tous les hommes du monde, nous avons besoin de tirer profit de nos terres. Lors de l'un de mes voyages en France, j'ai eu l'occasion de plaider la cause de mes arbres auprès de plusieurs sénateurs français, spécialistes de l'environnement. Ma forêt, que je considère comme ma propre famille, est en danger. Et c'est pour plaider sa cause que je suis là avec vous aujourd'hui. On est convaincu aujourd'hui qu'il faut préserver les forêts qui restent au monde, et notamment les forêts équatoriales. Le rôle des forêts est primordial pour les grands équilibres climatiques et naturels de l'univers. Le problème, c'est qu'il est facile de parler comme nous le faisons, mais personne n'agit réellement pour limiter le changement climatique et protéger ma forêt. Moi, je ne suis qu'un petit chef. J'aimerais solliciter votre aide.
afin que vous m'aidiez, à un niveau gouvernemental, à collaborer avec mon pays pour protéger ma forêt. Il y a un règlement européen qui, aujourd'hui, depuis un peu plus de 3 ans, vise à écarter du marché communautaire tous les bois récoltés illégalement. Et désormais, d'ailleurs, on va progressivement interdire l'importation de bois qui ne serait pas certifié conforme à l'intérêt des populations. En tous les cas, je voulais vous remercier, et mes collègues, d'avoir échangé avec plus qu'un grain de sable, parce que vous êtes un roc. Ok, merci. Et merci à nos collègues. Merci beaucoup. Merci, Jeff. Merci. La terre va s'assécher, les hommes vont mourir, et le climat va changer de façon irréversible. Voilà ce qu'il va se passer si l'on ne prend pas soin de la forêt. Vous pensez que nous sommes des poissons qui n'ont pas besoin d'air? Vous sentez cet air frais? Il est bien pur, vraiment bien pur. Et d'où vient-il? Il vient directement de ma forêt. Pensez-y. Oui, nous respirons l'air produit par toutes les forêts du monde. C'est pour ça que je vous demande, à vous tous, de m'aider à prendre soin de ma forêt. Même si ce discours n'est qu'un rêve, j'espère que son écho résonnera dans la tête de ceux qui votent les lois ici. Et si aujourd'hui les responsables politiques sont rares à défendre ma forêt, je sais que son avenir est entre les mains des chefs de demain. Et je ne manque jamais une occasion de les rencontrer. Bonjour les enfants. Je m'appelle Budije Kepanga. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et le plus important pour moi, c'est ma forêt. Lui, le grand cocotier, c'est mon traducteur. Et nous allons vous projeter un film que nous avons réalisé sur les insectes. Il présente une solution qui pourrait permettre de sauvegarder des morceaux de forêt. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il existe plus de 900 espèces de papillons, comme l'alexandré, l'aégousse et le priamous. Les plus gros sont surnommés papillons-oiseaux et sont prisés des collectionneurs du monde entier. J'ai accompagné un exportateur de papillons, Bronny Mumble, à l'occasion de l'un de ses voyages au village de Kawawage. Très peu de personnes le savent. Mais les insectes constituent une excellente façon de gagner de l'argent. Pas pour les gens des villes, mais pour les gens pauvres qui vivent dans les villages, comme vous. C'est pour ça que je suis ici, pour vous apprendre à gagner un peu d'argent en élevant des papillons. C'est une activité légale pour laquelle je possède un permis d'export. Bon, voilà un premier papillon géant, l'Ornithoptera goliath. Il vaut 10 kina. C'est le deuxième plus grand papillon du monde. Celui-là, c'est l'Ornithoptera priamus poséidon. Le mâle vaut 2 kina et la femelle 1 kina, soit 3 kina pour les deux. Les papillons valent entre 10 centimes et 1000 kina. Si je vous dis que ce papillon vaut 200 kina, vous serez surpris d'apprendre qu'il vit juste devant votre porte, dans votre forêt. C'est pour cela qu'il faut que vous preniez soin de la forêt. Ces animaux vivent uniquement dans la forêt. Et si vous la détruisez, vous perdrez une chance de gagner de l'argent en y prélevant quelques spécimens. Je vais d'abord vous apprendre à attraper des papillons pour les élever comme des enfants. Et quand vous en cherchez, il faut bien regarder.
Il y en a là. Ok, good luck. Voilà, c'est l'espèce que j'espérais trouver. Regardez. Regardez ça. C'est un mâle en bonne condition. On le garde, ok? Venez maintenant, celui-là on l'emmène. On y va. Les papillons géants pondent leurs œufs sur une liane nommée l'aristoloche, qui se développe sur les grands arbres. Leurs feuilles sont le repas favori des chenilles. L'un des élèves de Brownie, Cornwell, plante ses lianes au pied des troncs afin de favoriser leur développement. Il peut ainsi collecter les chenilles qui s'y épanouissent. On va mettre la chenille et le papillon dans ma volière. Cornwell protège les papillons-oiseaux et les chenilles des prédateurs dans sa volière. C'est le principe du butterfly ranching. La forêt devient une ferme à papillons où les arbres sont des tuteurs indispensables qu'il faut préserver. On y prélève des papillons dont les œufs se transforment en chenilles. À l'abri des oiseaux, elles donnent alors de nombreuses chrysalides. Voilà mes chrysalides. Ce sont des priamus. Regardez, je crois que certaines sont prêtes à s'ouvrir. Lorsqu'ils sont sur le point d'éclore, ils deviennent complètement noirs. Ouais, celui-là est bien noir. Cornwell nous a réservé une surprise. Assister à la naissance du plus grand papillon du monde. Le Queen Alexandra's Birdwing, le papillon aux ailes d'oiseau de la reine Alexandra. Les femelles de ce papillon, qui ne vit que dans les forêts de la province d'Oro, peuvent atteindre 27 cm d'envergure. Aujourd'hui, son commerce est strictement interdit, car il est devenu très rare à cause de la déforestation. Venez maintenant, on rentre. Vous trouverez peut-être triste de vendre des papillons. Moi aussi. Mais ce commerce a très peu d'impact sur l'environnement, car il concerne essentiellement des papillons favorisés par l'élevage. Leur sacrifice permet de sauver des morceaux de forêt et des milliers d'animaux. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de mise en boîte. Faut le tenir comme ça, bien centré. Avec les aiguilles, je donne la bonne position à ses ailes. Voilà, comme ça. Après l'avoir fait sécher plusieurs heures, je peux le mettre dans sa boîte. Dans la forêt, ce papillon n'a aucune valeur. Mais une fois en boîte, les plus rares peuvent valoir 300 €. Je tiens vraiment à te l'offrir. Toi, tu voyages pour parler partout autour du monde de notre forêt, alors je te donne celui-là comme exemple. Ça donnera peut-être aux gens envie de l'acheter. Merci. Merci beaucoup. Et en Papouasie, il y a des papillons domestiques? Non, les insectes et les papillons sont très gentils, mais ils ne sont pas très obéissants. Si tu es respectueuse avec la nature, ils viendront se poser sur toi, sur ton nez, sur tes yeux, sur tes épaules, sur ta bouche. Et ils viendront voler autour de toi. Oh, tu es une vraie fille papillon. I can fly in the sky. Going up now? Si l'école des hommes blancs se fait en classe,
Dans ma tribu, elle se fait à l'extérieur, au milieu des grands arbres, à l'école de la forêt. Traditionnellement, les professeurs conduisent leurs élèves dans un endroit secret où, mois après mois, ils apprendront à devenir des hommes. Cette classe cachée dans la forêt s'appelle Ibakidja, l'école de la rivière. Chaque jour, les jeunes hommes y boivent une eau magique afin de stimuler la pousse de leurs cheveux. Nous, les Huli, nous pensons que l'esprit grandit en même temps que la pousse des cheveux. Et c'est pendant cette période d'initiation que les anciens leur enseignent tout ce qu'ils doivent savoir sur la nature, les animaux, les arbres, les règles à respecter pour vivre ensemble et la façon de prendre soin de leur corps. Trois fois par jour, on arrose leurs cheveux, exactement comme nos jardins, afin qu'ils poussent plus vite. Durant plusieurs années, les jeunes célibataires vivent ainsi reclus au cœur de la forêt, pour obtenir de grandes perruques qui leur serviront de coiffe. Aludje, mon jeune cousin, a passé 3 ans dans cette école, et nous allons lui remettre son diplôme. Nommé Mandakorara, ce rituel est le plus important de la vie d'un homme. Et je suis fier que nous l'ayons filmé pour ce documentaire, car cette cérémonie est devenue très rare. Nommée Manda, la coiffe est tressée afin de maintenir les cheveux ensemble. Une fois coupée, elle est le symbole de notre sagesse. Avec ce dernier coup de ciseau, Aludje est considéré comme un adulte et comme un fils de la forêt. Et il va pouvoir danser pour séduire les femmes. Nos coiffes, nos peintures et nos parures ne sont pas de simples déguisements qui n'auraient aucun sens. Elles signifient que nous sommes des hommes et que nous saurons être les gardiens de la forêt. Nous les portons piqués de plumes pour toutes les grandes occasions. Ce sont des bijoux de la nature aussi précieux que la couronne d'un roi. Après plusieurs heures de préparation, les hommes se rassemblent pour danser le kumya, un mot qui signifie « oiseau de paradis » dans notre langue. Parés de plumes, nous imitons leur parade nuptiale. Autour du groupe principal qui donne le rythme avec les kundu, 2 solistes imitent 2 mâles qui se chamaillent pour séduire une femelle. Les hommes sont comme les oiseaux. Ceux qui ont le plus beau plumage attirent le plus de regards. Maintenant que nous avons terminé cette cérémonie pour couper les cheveux d'Aludje, je dois vous dire que c'est la dernière fois que je portais ma plus belle coiffe. J'ai décidé de la remettre à un musée en France. Vous ne la verrez plus sur moi, sur ma tête. Elle part pour un autre pays. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Soyez fiers, car elle va représenter notre culture. Elle va faire un grand voyage. Ne vous inquiétez pas, les Français en prendront bien soin.
Blanc, noir ou rouge, il y a des gens de toutes les couleurs sur Terre. Mais ce sont tous des êtres humains, même s'ils ont des coutumes et des cultures différentes. Moi, je suis très fier de déposer ici mes parures qui viennent de la forêt. Vous savez, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Elles portent un message très important. Il faut que vous et vos enfants et les enfants de vos enfants prennent soin des forêts du monde. C'est évidemment un très grand honneur d'accueillir cette coiffe, de recevoir cette coiffe. Cette coiffe symbolise les liens que ce musée, le musée de l'Homme, veut tisser avec l'humanité, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et je vous remercie encore pour votre venue et pour ce cadeau que vous nous offrez, qui est un cadeau absolument exceptionnel. Merci encore. Si vous permettez, je voudrais dire un dernier mot à ma coiffe. Tu ne t'asseras plus sur ma tête. Tu ne danseras plus. Tu vas vivre dans ce musée pour l'éternité. Ici, tu seras bien. Et je veux que tu murmures à l'oreille des visiteurs de penser à l'impact du changement climatique et de prendre soin de la nature. Car sinon, nous allons tous mourir. Maintenant, elle est sous votre responsabilité. J'aime beaucoup les villes, même si je viens de la forêt. Mes rivières, mes arbres et ses habitants sont à tous les hommes de la planète. Ils constituent un patrimoine mondial, un monument précieux dont nous devons tous prendre soin. Moi, je ne suis jamais allé à l'école, mais je donne des conférences dans le monde entier pour la défendre. Le climat change. Et qui peut prédire le futur ici? Et j'ai rencontré des hommes et des femmes très importants. Nous nous sommes rencontrés à Paris lors de la conférence sur le changement climatique. Oui, c'est moi. Irina Bokova, la directrice de l'UNESCO. Le chef indien Raoni, qui se bat pour la défense de la forêt amazonienne. Et même l'acteur américain Robert Ford. J'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer son nom. Dans mon village, personne ne le connaît. Mais il est très célèbre chez les hommes blancs et engagé depuis plus de 40 ans pour la défense de l'environnement. C'est lui qui m'a invité à l'UNESCO pour présenter des images de ma forêt. Merci. Excusez-moi, je ne suis qu'un petit réalisateur avec mon film. Le grand réalisateur ici, c'est Robert Ford, qui est dans cette salle aujourd'hui. Thank you, Robert Ford. Merci Robert Ford. J'ai un petit cadeau. Un cadeau pour vous. Un cadeau qui vient de ma forêt. Cette hache signifie que nous sommes les gardiens de la forêt. Et je vous l'offre car vous aussi vous êtes un défenseur de l'environnement. Dites-lui que nous sommes tous les deux gardiens de la forêt. La semaine dernière, j'étais en France et j'ai rencontré quelqu'un de très important. Je l'ai invité ici. Et il faudra lui faire une place dans notre case communautaire. Parce qu'il va dormir avec nous, dans notre maison des hommes. Mes amis, Robert Ford, vous, moi, tous les hommes aiment la forêt, mais tous participent à sa destruction. Nous, les Papa Ground, nous coupons nos arbres en échange de quelques quinnas.
Les Hongkong les vendent en faisant un maximum de profit. Et le reste du monde achète notre bois sans se préoccuper de son origine. Moi, je ne suis qu'un tout petit chef de Papouasie, mais j'ai posé mes pieds sur vos terres pour prévenir la planète. Lorsque tous les arbres auront disparu, les hommes disparaîtront à leur tour. Alors, il ne tient qu'à nous d'éviter qu'à la fin du monde, il ne reste que le silence et la nuit. I fly, I touch the sky.